que tu as de multiples casquettes, ça me rappelle plein de gens. On va évidemment parler aussi de ce mystère de la chambre bleue, mais avant, faisons connaissance avec toi grâce au portrait chinois littéraire que le monde entier nous envie. Je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez jouer dans le chat, n'hésitez pas. Et puis on va comparer tes réponses avec celles de Nicolas. Regardez comme ça. On va voir si vous suivez, hein, si vous vous souvenez. Si tu étais un livre de chevet, lequel serais-tu et pourquoi? Un choix difficile. Je vais tricher un peu, mais c'est un ensemble de livres qui a déjà été publié sous le même tome. Ce sont les romans de la nuit de Frédéric Dard. Je ne sais pas si tu connais un petit peu. Oui. Parmi lesquels tu as le Monde Charge, cette mort dont tu parlais. C'est une facette qui est un petit peu moins connue de l'auteur, qui est surtout connue pour c'est San Antonio. Mais voilà, il y a tout ce qui fait un bon polar et une belle écriture dans ce livre-là. Et voilà, bon, je triche un petit peu, mais c'est un ensemble en fait. Voilà. Il n'y a pas de triche ici, tu peux. Et j'en profite, j'intercale des questions, je suis comme ça, je suis un fou. C'est quoi un bon polar pour toi? Tu dis, il y a les ingrédients là-dedans. Si tu devais en citer un, deux, Ouais. trois, tu dirais Euh, quoi? Qu'est-ce que tu retiens en bah, premier? le polar, il est articulé sur le mystère, sur l'attente qu'il crée chez le lecteur, sur la tension, sur les questions qu'on se pose. Donc, le bon polar, c'est quelque chose qui te mène vers des éléments inattendus, voilà, vers quelque chose qui est inattendu, qui te mène un petit peu en bateau. Moi, j'aime beaucoup, je vois que tu acquiesces, hein, en tant que lecteur, quand je dis ah là, il m'a bien eu l'auteur, parce que ça, je ne pensais pas du tout que ça allait se passer comme ça, ou ce personnage-là, je ne le voyais pas, je ne m'imaginais pas que c'était lui, soit qui avait commis le crime, hein, le fameux Whodunit des Anglais. Voilà, le bon polar, c'est celui qui a réussi à nous embobiner. Toi, tu festin comme ça. Ok, je note. Si tu étais un format, parmi tous ceux qui existent, par exemple, tout ce qui est poche, grand format, e-book, audio, bande dessinée, autre chose, tu as carte blanche. Alors, ce serait le livre grand format, parce que j'aime bien le livre en tant qu'objet. Alors, c'est vrai que le livre électronique est hyper pratique pour plein de raisons. Mais pour moi, ça reste un fichier informatique et pas un livre. Moi, j'aime beaucoup avoir mes livres bien alignés dans la bibliothèque avec des belles couvertures. Le poche est pratique aussi, mais voilà, pour moi, le livre en tant qu'objet, bah, ça reste le livre grand format, sur lequel, alors, si en plus on peut avoir croisé l'auteur, avoir une belle dédicace dessus, c'est encore plus chouette. Eh ben, on en profite. Est-ce que tu as des salons prochainement? Je sais que souvent les week-ends, tu es en dédicace. On peut te retrouver où dans les prochaines semaines? Alors j'en ai fait quelques-uns. Je crois que, alors je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que le prochain c'est pas tout de suite. Là je pense pas avoir des choses planifiées très prochainement. Effectivement, j'étais occupé le week-end dernier, un ou deux week-ends du mois de mai aussi, Mhm. mais là, je vais On prendre un peu de vacances. Puis les suit tout salons aussi ça. prennent des vacances en été, il y en a moins aussi. Bah, ils ont le droit. Ben Ouais. oui, les auteurs aussi. On fera une table ronde d'ailleurs là-dessus. La déconnexion des auteurs. C'est un sujet qui me passionne. Bah oui, Euh, parce que les salons c'est intéressant, mais quand on est là, c'est super, on passe de bons moments, mais on n'est pas en train d'écrire et parfois le temps manque après. le temps me manque un C'est ce que petit c'est, je peu. pense. Oui, complètement. Si tu étais une maison d'édition, laquelle serais-tu? Une maison d'édition, bah, puisqu'on parle de polar, pour moi, la maison mythique, c'est Fleuve Noir. Fleuve Noir, voilà, où il y a actuellement Franck Tillier, par exemple, qui a un peu la tête de pont, mais où il y a eu plein de grands noms qui se sont succédés à l'époque où c'était dirigé par Armand de Caro, encore dans les années 70. Enfin, c'est une maison qui a su traverser les époques et toujours se renouveler. Et voilà, pour moi, c'est vraiment mythique au niveau du polar. C'est un exemple, Franck, quand tu vois son parcours, tout ce qu'il fait. Il est souvent dans les salons aussi dans le Nord, que tu connais Oui, bien ouais, également. ouais, ouais, c'est sûr. Il est souvent présent dans Ça les fait salons. rêver. En plus, il est très accessible. Faut pas être trop près de lui parce que sinon, il y a la queue de ses lecteurs qui te fait de l'ombre quand tu es derrière ta table à côté. Je peux faire de l'animation de file d'attente. Moi, je suis un Oui, grand voilà, expert. c'est un peu ça. J'ai une vraie expertise dans, Mm. dans ce domaine-là. Si tu étais un rayon dans une librairie, lequel serais-tu? Est-ce que tu fais plein de choses différentes? Donc ça Mm. m'intéresse. Euh, ouais, bah,
je vais dire l'Orient polar, hein, c'est celui où je suis, on va pas trop sortir du domaine, mais je pense aussi que pour écrire des bons polars, il faut savoir flâner dans toutes sortes de rayons, hein. Rayon histoire, rayon géographie, rayon technologie, pour me documenter. Mais la finalité, la lecture, ça reste ce domaine-là avant tout. Si tu étais un marque-page, avec quoi aimerais-tu marquer la page? Alors, je marque les pages avec tout ce qui me tombe sous la main. Ça peut être un ticket de caisse. J'ai pas d'objet fétiche. Alors, je déteste qu'on corne les pages. Surtout pas pour moi. Ah, C'est l'horreur absolue. je Je sens qu'il va y supporte avoir pas. une hola dans le chat. Allez-y, faites-vous plaisir. Euh, quand j'achète un livre d'occasion qui m'a l'air en super état et que je m'aperçois que des pages ont été cornées, c'est la catastrophe. Mais non, sinon j'aime beaucoup justement les marque-pages qu'on trouve souvent dans les salons. Ça fait un souvenir sympa. En général, ils sont assez chouettes visuellement. Là, par exemple, je vais avoir celui du salon de Berck qui était super beau. Donc voilà. Ah oui, et il y a des fans de on ne corne pas, oui, vraiment, hein. Parce que Alors, faut pas souvent, faire ça. Hein. on a eu Non, des non. invités qui cornent, et alors il y avait des tollés dans le chat, et dur à... Ouais, on a dû appeler la sécurité. Non, vraiment. Ah oui, 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 des Enfin un restes humain, nous dit le respiratoires. belge qui dit. Les gens qui cornent, ils ont quand même un petit cœur qui Mm, bat en dessous, mm, tu vois, mm. Ouais. mais Et pourtant, je parle de cornes hein, dans mes livres. Mais c'est vrai. Bah, on le voit déjà sur la couverture. N'hésitez pas à commenter hein, cette couverture, on va en parler évidemment, de Bloodhorns, qui est une couverture magnifique. Je l'avais déjà dit quand Fanny nous l'a présenté, Mm, c'est vrai. mais je redis et je le redirai encore ce soir parce que je peux radoter, parce que j'ai le droit. Si tu étais un personnage, lequel choisirais-tu? Personnage. Je vais renouer avec l'auteur que j'ai cité en premier. Je vais dire le commissaire San Antonio. Ouais. Pour moi, c'est un personnage voilà, haut en couleur, avec de la gouaille, voilà, c'est le flic peut-être un petit peu à l'ancienne, un modèle qu'on trouve plus très souvent, mais voilà, qui est pour moi un petit peu intemporel. Et ça, t'aimes bien. Donc, j'imagine que il y a quand même l'importance des dialogues, alors, dans ce que tu fais, ou dans ce que tu aimes lire, en tout cas. C'est un Ouais, ouais, des... ouais. Oui, bah, alors c'est vrai que pour le côté, tu vois, le côté gouaille, un peu argotique, alors surtout, j'essaie pas de faire du sous San Antonio dans le texte, tu vois, dans les parties où c'est le narrateur qui s'exprime, parce que là, je pense que c'est voué à l'échec, parce que ça reste un modèle d'écriture qui est imitable, et bon, si c'est pour faire du à la manière d'eux, mais en lui enlevant même pas la cheville, c'est pas la peine. Par contre, c'est vrai que j'adore les dialogues. J'adore les dialogues et quand je peux dans les dialogues comme ça placer un peu d'argot, des dialogues un peu percutants, des punchlines pour employer un terme à la mode. Je me prive pas. Les dialogues, c'est vraiment quelque chose qui me plaît, que j'aime construire. Christophe Taber demande qui serait ton berrurier. Tu étais... Qui serait mon berrurier dans mon entourage ou parmi d'autres personnages de fiction? Choisis. Bon, bah, j'ai mon idée, mais je veux blesser personne, alors je vais garder pour moi. C'est ton joker. Si C'est pas tu... terrible d'être un berrurier quand même. Si tu étais un temps de conjugaison, lequel serais-tu? Mm, mm, mm. Euh, ouais, je vais rester classique en disant que pas c'est simple parce que ça reste le temps de la narration. Euh, je me suis essayé à écrire au présent parce que c'est vrai que il y a une grosse tendance hein, ces dernières années des récits qui sont au présent. Et c'est vrai que je l'ai fait dans une nouvelle, là, par exemple, récemment. Et c'est vrai que c'est pas la même façon d'écrire. Alors, c'est intéressant aussi, parce que, voilà, on est dans le vif du sujet. Je pense qu'on raconte pas de la même façon, qu'on raconte pas les mêmes choses. Mais, voilà, dans mes écrits, ça reste quand même la structure imparfaite, assez simple. Et, et notamment dans les écrits jeunesse, parce que je pense que c'est quand même quelque chose qui est très structurant et que c'est bien aussi d'habituer les jeunes lecteurs à ces temps qui n'ont rien d'extraordinaire dans leur emploi, hein, parce que parfois, euh,
Tu sais, sur le plan scolaire, parfois, quand on parle de passer, on a l'impression que c'est quelque chose d'extraordinaire, alors que pas du tout. Et voilà, je sais qu'il y a beaucoup d'écrits jeunesse qui sont aussi au présent, de plus en plus, mais moi j'aime bien ce système-là, puis ça passe bien en fait. Et finalement, les lecteurs, quand on discute avec eux, ils retiennent l'histoire, ils la comprennent bien, et ils savent pas forcément dire, bah tiens, est-ce que c'était au passé simple, est-ce que c'était tel temps. Et David nous dit Bloodhounds, bien aimé, j'ai découvert Ludovic à Templemar en septembre. Salut David, au passage, je crois que je t'ai Ah, pas dit super, c'est chouette. bonsoir, je manque à tous mes devoirs. Je sais que tu me pardonnes, mais bon, quand même. Si tu étais la bande-son, ben, on va prendre l'exemple de Bloodhounds par exemple. Mhm. Si tu étais la bande-son de ce livre, est-ce que tu nous ferais écouter? Qu'est-ce que je ferais écouter? Alors pour la bande son, ben j'aurais rien de particulier à faire écouter parce que je pense que ce qui collerait le mieux, ce serait des musiques traditionnelles namibiennes. Et pourquoi pas, on Voilà. va y venir évidemment. Mais pourquoi pas faire découvrir musique du monde. C'est des choses que tu écoutes, Mhm. qui t'inspirent ou pas spécialement? Pas particulièrement, là ça correspond bien au décor, on va dire, plus pour la correspondance avec la thématique, avec les lieux, avec les animaux, avec les gens. Et si tu étais un signe de ponctuation? Alors, si une ponctuation, bah, ce serait la virgule. Parce que pour moi, la virgule, c'est très structurant dans une phrase. Quand je lis un texte où il faudrait une virgule et qu'il n'y en a pas, ou au contraire dans lequel elle n'est pas placée là où il faut, ça m'énerve, ça m'agace. Donc, ouais, la virgule, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très structurant. Et quand on lit, qu'on lise de son côté ou qu'on lise à voix haute, c'est vraiment ce qui permet d'insuffler quelque chose au texte. C'est vrai qu'en lecture à voix haute, c'est utile. J'avoue, Ouais. c'est pas de virgule, compliqué à vivre. Petit dernier pour la route, si tu étais un verbe parmi tous ceux qui existent. Euh... Il va falloir recommencer. Parce que je pense que le travail d'écriture, c'est aussi un travail de patience. Il ne faut pas hésiter à revenir. Enfin, Boileau le disait déjà, hein, 20 fois sur le métier, remettez Mhm. votre ouvrage. Voilà, recommencer. Et puis, voilà, pas hésiter à raturer, à barrer, à refaire. J'ai noté vos questions. Au passage, vu que Oui, vous en j'en ai vu une aviez. apparaître là en bas. Ouais, on va y revenir tout de suite. Avant de passer à l'interview, donc vous voyez cette magnifique couverture, n'hésitez pas à me dire. Moi, c'est vrai que Fanny, tu m'as rappelé ça. J'avais dit, on dirait un tableau. Je verrais bien ça dans un salon en tableau. C'est vrai que c'est vraiment très très beau à mes yeux. Ça reste subjectif, hein, mais moi je trouve ça vraiment très beau. Et je commence bah, par la remercier, Fanny H, qui a préparé cette interview avec moi. Encore merci à elle, et je le disais tout à l'heure, bah, à toutes les personnes qui m'aident dans les coulisses de cette chaîne pour nous faire passer de belles soirées. Vous êtes très très nombreux ce soir, encore merci. Je vois que les amis de chez Vibration Littéraire sont restés, ça me touche beaucoup. J'espère que vous passez une bonne soirée avec nous. Une première question, cher Ludovic, elle va te renverser, toi aussi, par son incroyable originalité. Est-ce que tu peux nous pitcher ce roman Bloodhorns? De quoi parle ce livre pour les personnes qui ne savent pas du tout? Ouais. Alors, oui, bon, ce qui attire l'œil sur la couverture dont tu parlais, hein, on voit bien que c'est le rhinocéros, c'est effectivement quelque chose qui est central dans le livre. Euh, alors, quand débute le livre, on fait connaissance avec un personnage qui s'appelle Léo, qui a été appelé de toute urgence en Namibie pour venir à la rescousse de sa meilleure amie, qui s'appelle Mélanie. Et Mélanie, bah, qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle se rend en Namibie, rendre visite à son père qui est vétérinaire. Et elle venait pour fêter les fêtes de fin d'année. Alors, c'est pas l'ambiance Noël sous la neige, hein, parce que bon, il fait quand même 25 degrés dans le sud de l'Afrique, fin décembre. Elle est arrivée quelques jours plus tôt pour lui faire une surprise, et là, bah, elle trouve personne. Elle s'aperçoit qu'il a disparu. Bon, elle l'aurait prévenu s'il avait décidé de faire une petite escapade. Donc, forcément, il s'est passé quelque chose. Et connaissant le contexte, bah, c'est que son père est vétérinaire, qui était très impliqué dans la sauvegarde des animaux en voie de disparition, et notamment les rhinocéros qui font l'objet d'un trafic crapuleux et international. Bah, elle a peur qu'il soit arrivé quelque chose de grave.
Alors pourquoi faire appel à son ami Léo qui travaille un peu en freelance et pas aux autorités locales officielles parce que elle sait que c'est un pays dans lequel les braconniers sont très puissants et corrompent souvent les autorités locales. Donc elle ne souhaite pas passer par cette étape-là. Et donc ouais, toute une enquête qui va avoir lieu en sous-main et avec voilà, beaucoup d'actions et de rebondissements. Pourquoi la Namibie? Est-ce que t'es déjà allé là-bas ou tu y allais Oui, depuis ou... alors j'y suis allé avant d'écrire le livre, il y a quelques années, c'était en 2017. Alors c'était vraiment un voyage de découverte, d'agrément. J'y allais pas du tout pour me documenter dans la perspective d'écrire un roman. Euh, et je suis tombé complètement sous le charme du pays. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment des paysages vraiment fabuleux. Alors pourtant, évidemment, c'est pas du cinéma, hein, on est sur de l'écrit, mais voilà, j'ai essayé de transposer un petit peu tout ça et je pense, enfin, j'ai eu certains retours de lecteurs qui m'ont dit qu'ils avaient retrouvé un petit peu, pour ceux qui connaissaient un petit peu, qu'ils avaient retrouvé l'Afrique telle qu'ils la connaissaient. Et ça m'a plu d'avoir ce type de retour. Mais c'est vrai que j'y étais pas parti dans l'optique d'écrire, mais je me suis beaucoup inspiré des lieux que j'ai parcourus. Et d'ailleurs, la plupart des villes, parce que l'action se déroule dans beaucoup de villes différentes du pays. La plupart des villes, même toutes les villes d'ailleurs dont je parle, sont des villes où j'ai eu l'occasion de mettre les pieds. Et tu prends des notes quand c'est comme ça? Tu regardes les photos quand tu reviens? Tu fais comment Bah oui, pour te voilà, comme là, replonger dans comme le tout coup ça? n'était pas prémédité, je suis pas parti avec des carnets de notes et puis dans l'optique de commencer à cogiter un synopsis. Donc c'est après, c'est en rentrant que voilà, des photos. De toute façon, j'avais mitraillé des photos comme tout bon touriste. Mais voilà, après j'ai pris des notes, j'ai réfléchi, j'avais beaucoup entendu parler là-bas aussi, évidemment, des soucis rencontrés vis-à-vis des espèces protégées, comme le rhinocéros, hein, mais aussi le guépard, l'éléphant, d'autres. Hein, mais euh, ce qui se passe avec le rhinocéros, ça m'a beaucoup marqué parce que, bon, je sais pas s'il y a peut-être d'autres questions là-dessus, je peux peut-être développer maintenant. Évidemment, mais écoutez la Euh, suite, donc fais-toi plaisir. voilà, c'est que la corne de rhinocéros, c'est celle qui fait l'objet du trafic dont il est question dans le livre. C'est un trafic vraiment sordide. Alors, je pense que tout le monde sait que ça existe. On en entend parler parfois dans les médias. On ne sait pas trop comment ça fonctionne, pourquoi, les enjeux financiers. Euh, il faut savoir que, par exemple, la corde de rhinocéros, ça se négocie entre 55 000 et 70 000 dollars le kilo. Il y a une petite corne, grande corne sur les rhinocéros noirs du sud de l'Afrique. Ça fait entre 6 et 7 kilos. Imagine ce que ça peut Mhm. représenter. Sachant qu'on parle quand même d'un pays où allez, l'équivalent du SMIC, on va dire le petit salaire, tu vois, les serveurs, tout ça, on est à 100 dollars par mois de revenus. Voilà. Donc imagine les enjeux financiers que ça représente. Évidemment, ce ne sont pas les locaux qui se gavent et qui servent. Oui, je vois un petit message. Ça compte soi-disant aphrodisiaque. Effectivement, ça c'est la croyance, par exemple en Chine. En plus, scientifiquement, c'est complètement bidon parce que la corne de rhinocéros, c'est de la kératine. Donc, c'est-à-dire que sur le plan biologique, c'est la même chose que nos ongles ou nos cheveux. Pourtant, mes ongles, 55 000 euros le kilo, ça va être Tu compliqué pour aimerais moi. toi aussi? Il Moi faudrait je beaucoup d'ongles en suis... Ah plus. bah oui, on peut... Si ça peut aider, Voilà, enfin, qu'on voilà, pour puisse montrer laisser un peu le ses animaux côté. en paix et prendre mes ongles, ma foi. Voilà, pourquoi pas, on est tous Ceux prêts à que les je donner, coupe, je crois. s'il vous plaît, pas ceux qui Ouais. sont encore attachés. Et donc, voilà, il y a tout un trafic qui se fait, alors évidemment, avec les demandes d'argent, la corruption. Tout à l'heure, je parlais d'un pays où les bas salaires sont autour de 100 dollars par mois. Alors imagine, si on te propose 10 000 d'un coup, on comprend que ce soit tentant. Donc, je parle aussi un petit peu de ça. Il y a aussi les rangers qui sont corrompus. Les rangers, c'est ceux qui sont censés garder les parcs nationaux. Mais là aussi, si on leur propose de gagner en une heure 10 fois leur salaire annuel, forcément, c'est tentant. C'est inhumain de faire ça, mais c'est humain d'en faire la démarche. Et voilà, c'est un trafic. Mais il n'y a pas que le côté aphrodisiaque dans les communautés chinoises. Il y a aussi, par exemple, c'est moins connu, mais au Yémen, dans les traditions yéménites, par exemple, il y a le jambaya, qui est le manche de couteau traditionnel des jeunes gens riches, qui lui doit être encore de rhinocéros
sculpté en cornes de rhinocéros. Donc, tu vois, là aussi, pour des traditions qui ne nous semblent pas, nous, aussi primordiales, on va tuer des bêtes. Enfin, je vais te laisser poser les questions parce que sinon, je vais être intarissable sur le sujet. Non, mais c'est un peu ça, hein, les questions de toute façon. Donc, Ouais. je te laisse poursuivre. Mais dans le cas de. Voilà, est-ce que c'est pendant ton voyage où tu t'es dit, ok, j'ai vu, j'ai entendu parler, ou dans de la documentation, un reportage, un article, comment tu t'es dit, il faut parler de ça dans un roman? Oui, j'en ai entendu parler un peu sur place. Après, je me suis surtout documenté à l'extérieur parce que, évidemment, sur place, tes interlocuteurs, même les guides, hein, bon, ils minimisent parce que, tu vois, c'est pas une image très positive du pays, c'est pas très bon pour le tourisme. Donc, oui, ils vont dire que ouais, ça existe, mais bon, c'est quelque chose de minoritaire, c'est rare, ils sont protégés. Mais bon, après, quand tu regardes les stats officielles qui sont publiées par les associations internationales, ouais, non, il y a quand même pas mal de choses assez sordides qui se passent. Ouais. C'est facile de faire des recherches sur ça? Tu trouves les infos. Ouais, parce qu'il y a pas mal, il y a pas mal d'associations. Enfin, tu vois, les associations généralistes comme WWF ou des assos spécialisés comme Save the Rhino. Et puis, euh, et puis, il y a pas mal de documents qui sont publiés par la presse. Hein. Tu as des dossiers dans des magazines grand public comme Géo ou, ou dans la presse. J'ai même fait des découvertes, tu vois, par exemple, pour te dire jusqu'où ça va, cette histoire, ça avait fait un petit peu parler à l'époque, il y a quelques années, aux eaux de Touari, donc là on est en France, hein, c'est la première fois que c'était arrivé hors Afrique, il y a un rhino qui a été abattu nuitamment pour qu'on lui coupe sa corne, pour les mêmes motifs que quand ça se passe en Afrique. Mais tu vois, on peut penser que ils sont mieux protégés, mieux gardiennés dans les eaux en Europe, mais ça commence même à venir ici, tellement il y a de l'argent en jeu. Alors, Christophe pose une question, je vais l'afficher, Mhm. tiens, tant qu'à faire. Est-ce qu'il y a un équivalent au Green Cop sud-africain en Namibie? Si tu sais. En Namibie, le fonctionnement il est assez particulier. Enfin, les Green Cops, hein, c'est la police qui est uniquement dévouée à tout Mhm. ce qui est écologie, protection des animaux, hein, c'est bien ça. En Namibie, il y a un système qui est assez original et qui fonctionne bien, c'est les conservancies, c'est-à-dire que au sein des parcs nationaux, alors ça se situe surtout au nord du côté des Poupas, là où il y a notamment les Imba, c'est-à-dire que les communautés locales, on leur a confié la garde des animaux. On les laisse, si tu veux, gérer leur troupeau de manière traditionnelle comme ils font, comme ils l'ont toujours fait, mais avec interdiction d'abattre les animaux protégés. Si un animal, par exemple, va s'attaquer à un troupeau, le gouvernement va les rembourser à hauteur de la perte. Et ça, ils Mhm. le savent. Et en échange, ils doivent tout faire justement pour protéger, tout partager, y compris l'eau, parce qu'il y a un véritable partage de l'eau avec les animaux, qui sont de gros consommateurs aussi. Et l'eau est très rare dans cette partie au nord du pays. Donc là, on est plutôt sur un système d'autogestion. Christophe nous dit oui, des anciens militaires et policiers, mais c'est un peu ça. Mmh. Quand tu prends un peu ce problème, clairement, et ce choix du rhinocéros, est-ce qu'un livre de fiction est un moyen d'attirer l'attention? C'est un bon moyen? Et quelle est la part, ça c'est la deuxième question dans la question, mais quelle est la part de fiction et de choses réelles dans le livre? Est-ce que tu as pris des libertés? Est-ce que tu voulais attirer l'attention sur quelque chose qui existe? Et pourquoi ce choix de la fiction finalement? Oui, oui, la fiction, parce que j'écris de la fiction, et puis j'aime bien le côté aussi, et je le fais aussi dans mes écrits jeunesse, puisque j'ai pu comprendre que tu voulais que j'en touche 2 mots après. Oui. J'aime bien le fait aussi, tu vois, d'apprendre des choses voilà, sous couvert de loisirs purs. Voilà, c'est avant tout une histoire avec voilà, du suspense, de l'action, mais en même temps, c'est vrai que je glisse beaucoup d'informations réelles sur ce qui se passe dans le pays, sans pour autant glisser vers le documentaire avec tout ce que ça peut avoir de rébarbatif lorsqu'on n'est pas dans la perspective d'une lecture documentaire, mais bien d'une lecture de distraction. Alors évidemment, mes personnages sont imaginaires, les lieux ne le sont pas, et les situations non plus. C'est-à-dire que quand je parle de la violence de certains trafiquants, parce qu'il y a pas mal de scènes d'action, on va dire, de poursuite, de lutte, ce sont des choses qui
ont pu se produire, qui sont produites dans la réalité. Là, j'ai un peu amalgamé plein de choses pour créer un récit de fiction, mais en tout cas, tout ce qui se passe est plausible, on va dire. Tout est plausible et correspond à des événements qui ont pu avoir lieu, qui ont eu lieu. Et je pense par exemple à un autre auteur, Guillaume Ramsey, qui nous a parlé de Le crépuscule des éléphants. Là, on est avec les rhinocéros. Il y a des associations, t'en parlais un petit peu sur des thèmes comme ça. Est-ce que tu as un retour de ces personnes-là par rapport au livre? Est-ce qu'ils te disent ça nous aide, ça ne nous aide pas? Enfin, est-ce qu'ils réagissent au fait que quelqu'un prenne ce sujet-là pour en faire un roman et le mettre entre les mains des lecteurs? Écoute, non, j'ai pas été contacté par l'association. J'en ai pas contacté non plus pour dire, regardez, ça peut vous intéresser, il y a un livre sur ce thème-là. Donc, non, je peux pas te répondre. Et tu parlais des trafiquants, mais Fanny demandait dans ses questions de quelle source tu t'es inspiré pour nous parler de ça, donc des trafiquants, des réseaux, et en gros comment tu as mené tes recherches. On disait il y a un peu de tout, mais j'imagine toi aussi, comme Nicolas Druat, tu dois avoir des carnets, des choses comme ça. Ça se fait comment quand tu travailles sur un sujet comme celui-là? Ouais, je travaille, j'écris comme beaucoup à l'ordinateur. Tu sais, alors j'ai mon petit dossier avec mes brouillons en fichier texte, et puis je sauvegarde aussi des liens quand je vois un site qui est intéressant. C'est vrai qu'en fait, quand je travaille sur une thématique, dès qu'il y a quelque chose qui s'en approche, ou tu vois, dès que j'ai un petit moment, parfois même je vais tomber sur un article, un document, une image, je vais faire tu sais, je sais pas, en attendant le bus ou complètement ailleurs, puis je vais faire la capture d'écran sur mon téléphone, et puis après je vais tout mettre dans mon dossier, et voilà, après je fais l'amalgame de tout ça. Et c'est en temps, par exemple, donc Nicolas nous disait 1 an pour écrire avec les recherches, etc. Ouais. Toi, pour ce livre, tu en es à quoi? Parce que j'imagine que ces recherches-là prennent du temps, le temps de trouver les bonnes personnes, les bons documents, de recouper peut-être les sources, d'aller sur place, potentiellement. Ça t'a pris combien de temps pour sortir ce livre? Ouais, on pose souvent la question, hein, c'est vraiment difficile de quantifier. Hein, Je sais, c'est vrai qu'entre les connais. recherches, et puis finalement, la partie recherche, réflexion, enfin tout ce qui n'est pas écriture pure, hein, le moment où on n'est pas vraiment en train de taper les phrases au clavier, finalement c'est un peu tout le temps. Tu vois, tu as toujours la cogitation qui est en tâche de fond. Mais bon, après, concrètement, Mon voyage, je l'ai fait en 2017. Le livre, il est sorti en 2022. Entre deux, il est arrivé 2-3 bricoles dans le monde, hein, 2020-2021, ça doit dire quelque chose. Donc forcément qu'on freinait un peu tout ça. Et puis en plus, j'ai eu d'autres projets, c'est-à-dire que j'ai eu d'autres publications dans d'autres domaines entre-temps, puisque je travaille aussi un petit peu dans le domaine documentaire, et il y a notamment une commande d'un éditeur qui est arrivée entre-temps. Donc là, quand c'est l'éditeur qui vient vers toi, tu refuses pas et tu donnes la priorité à ce projet-là. Tu peux nous en dire un mot ou c'est top secret défense? Ah bah non, parce que le livre est paru depuis un bout de temps. C'est le livre sur la matière. Attends, c'était ce livre-là, alors voilà, quand vient le carnaval, sur le carnaval de Dunkerque, qui est avant tout un livre de photos, mais pour lequel on m'a écrit d'écrire tout un dossier, un texte d'accompagnement. C'est toi qui prends les photos aussi dans ces cas? Non, alors c'était là. Toi, tu fais les textes. Ouais, voilà. En fait, entre 2017, voilà, hop, là, je vais pas tout déballer, hein, mais il y a celui-ci aussi qui est sorti sur les vétérans britanniques de la Seconde Guerre mondiale. Donc là, il y avait une grosse partie texte aussi. Mais les deux sont des livres en collaboration avec des photographes. Donc pour le carnaval, c'était Pierre Volo et Marie Génel, qui ont deux façons de travailler très, très différentes. Et pour vétérans, c'était avec Daou, qui a suivi les vétérans anglais d'Opération Dynamo pendant des décennies. Et il y avait un gros travail d'archives aussi dessus. Tu vois, dans un domaine donc complètement différent de celui qu'on vient d'évoquer, mais ce sont des projets qui sont venus s'intercaler. Et qui sont plutôt sympas, hein. La photo et les textes, ça se marie plutôt bien, donc c'est sympa. Ça va donner des idées à Kiko, ça, je le sens. Est-ce qu'on va retrouver les personnages de Léo et Mélanie dans peut-être d'autres aventures? C'était une des questions de Fanny. Ça sent l'envie là-dessous. Ouais, alors c'est une bonne question. Alors, c'est curieux parce que tu vois, autant je l'ai fait en jeunesse de reprendre des personnages. Alors, je vais pas dire que j'ai jamais réussi à le faire pour mes autres romans, mais j'ai jamais osé le faire en fait. C'est curieux, hein, parce que, en plus, dans le monde du polar, c'est un monde où tout particulièrement on retrouve des personnages récurrents.
des séries complètes, voilà, avec le même, hein, cette Charcot Pourtillier, Adamsberg ou autre. Mais j'ai jamais réussi à réemployer parce que pour le livre Le jour de ma mort, on m'avait posé la question aussi parce que certains lecteurs voilà, avaient trouvé les personnages plutôt attachants. Ouais, pour l'instant, j'ai pas réussi à me lancer dans le fait de reprendre des personnages. Je sais pas, peut-être par peur de ne pas être à la hauteur des attentes ou de ne pas faire avec eux quelque chose d'aussi bien, de ne pas bien exploiter la personnalité telle qu'on l'avait conçue dans un premier temps. Bah Vas-y, si. je vois qu'elle dit qu'il faut Eh oser. oui, il faut oser. Ouais. Bah, tu vois, j'ai osé avec. C'est marrant, hein, parce que je me suis mouillé en littérature jeunesse, je l'ai fait, j'ai fait 3 livres avec les mêmes personnages, donc bon, je vais pouvoir y arriver. Hein. Voilà, Et- il fallait peut-être commencer. bah oui. Donc voilà, Recommencer, hein, pour revenir sur le verbe de tout à l'heure. pour Cette fois. exactement, tu en parlais. Et Christophe, tu me fais rire. Dernière petite question, mais importante aussi, c'est Fanny qui l'a posée tout à l'heure. Pourquoi un titre en anglais? C'est vrai que ça Ah, revient ouais. souvent dans les questions qu'on Ouais, voit alors, passer. je vais revenir sur ce qu'a dit mon prédécesseur quand il Mhm. parlait de ses titres. C'est que je suis pas bon non plus en titre, on me les change toujours. Mais moi, par contre, c'est pas. Je suis très content des titres que je trouve, mais il s'avère que c'est pas ceux qu'on me laisse. Ça t'énerve ça Voilà. ou ça te fait rire? Parce que c'est quand même pas Bah, je rien. m'y suis fait. Non, mais c'est pas rien, c'est vrai, parce que je veux dire, on donne un nom à un projet, hein, et puis pendant des mois, voire des années, on a ce titre en tête, ça veut nous dire, voilà, ton bouquin, il s'appelle comme ça, c'est son nom, et puis le jour où tu signes un contrat, on dit, bah non, hop, finalement, il va s'appeler autrement. Et voilà, quand on est publié pour la première fois, on l'a un peu dur, et puis bon, après, on s'y fait, et puis après, on se dit, oh, de toute façon, je vais quand même pas garder mon titre. Toi, celui-ci, par exemple, le titre d'origine, c'était Le rhino par les cornes. Détournement d'une expression bien connue. Mhm. Donc, je trouvais plutôt sympa. Mais bon, tu vois, après, là, le point de vue de l'éditeur, c'était que ça aurait pu créer l'attente d'un livre, tu vois, plutôt comique, avec le jeu de mots en titre, alors que c'est pas forcément le cas, même s'il y a un petit peu d'humour dans le bouquin. Et puis le titre en anglais, bah pareil, voilà, c'était un choix de l'éditeur. Il y a eu plusieurs titres qui étaient en lice, plusieurs titres en français ou en anglais, mais je sentais bien qu'il penchait plus pour celui-là. Ouais, pour le côté international, c'est vrai que l'anglais, c'est la langue officielle en Namibie, hein, même si majoritairement, il y a encore tous les parlers traditionnels comme le Shivambo qui sont largement pratiqués, mais l'anglais, c'est vrai que c'est la langue officielle. Donc, Mhm. bon, pays anglophone, titre en anglais, c'était pas complètement aberrant. Puis voilà, ils sont bien, il est court. La corne, elle figure sur l'image, donc même si on parle pas anglais, on peut comprendre le contenu. Mhm. Tu l'as adopté, le titre. Mais c'est vrai que Oui, ça oui, voilà. surprend vraiment beaucoup. Enfin, vous avez l'habitude maintenant avec la boîte tous les jeudis, mais c'est vrai que vous êtes souvent surpris que les auteurs ne choisissent pas toujours, en tout cas, leur titre, les couvertures, Ouais, ouais, etc., c'est ça les etc. titres, les couvertures, la quatrième de couverture. Mhm. C'est vrai que ça se passe comme Mhm. ça. Avec les minutes qui nous restent, ben, je te propose qu'on parle un petit peu de ce mystère de la chambre bleue. Tu parlais du Mhm. carnaval de Dunkerque. Eh ben, on va Ouais, retourner à Dunkerque. bah oui. Hop là, je Ah mets bah la voilà. couverture, Mhm. disparition inquiétante à Dunkerque. Est-ce que tu peux nous dire de quoi parle ce livre jeunesse et à qui il est destiné? Oui, alors bah, le livre, il est paru dans une collection qui s'appelle Polar en Or Junior. Alors pour les habitants des Hauts-de-France, la collection Polar en Or, elle est très connue. euh, Parce que c'est une collection qui existe depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années maintenant, qui a beaucoup d'auteurs qui ont même démarré leur carrière, hein, comme Elena Piacentini par exemple, qui a démarré dans la collection. Évidemment, comme son indique, Polar en Or, on est chez un éditeur régional avec des histoires qui se passent dans la région. Bon, après, les Hauts-de-France, c'est quand même 6 millions d'habitants, donc tu vois, c'est c'est une des régions les plus peuplées de France, donc ça donne déjà une belle zone de lectorat, mais les livres peuvent se lire au-delà aussi. Hein. J'avais commencé justement chez eux par un livre pour adultes, un livre, un polar classique. Et justement, peu de temps après, Polar en Or a sorti les Polar en Or Junior. J'ai dit, tiens, c'est intéressant, j'avais jamais cherché à écrire pour la jeunesse auparavant, mais j'ai contacté, est-ce que je peux essayer de proposer quelque chose? Bon, je m'étais dit que ça irait peut-être un peu plus vite à écrire qu'un livre pour adultes. Alors attention, hein,
c'est pas forcément plus facile. C'est pas évident de s'adresser à des jeunes lecteurs. Mais forcément, en termes de quantité de texte, bien sûr, c'est plus court. Donc, pour cette raison-là, ça va plus vite. Hein. Je parle pas de l'écriture parce que c'est pas évident. Et donc, j'avais proposé un manuscrit qui est devenu SOS Corsair. Ah, tiens, en jeunesse, on garde mes titres en général, tu vois. Là, SOS Comme Corsair, quoi. c'était mon titre. Et qui était le troisième de cette collection. Alors, tu vois, j'ai ciblé sur ma ville natale. Hop, c'était celui-là. Tu vois, tu reconnais la charte graphique comme dans le mystère de la Chambre bleue. Donc ça, c'était la première histoire. Alors, le livre, en plus, c'était le troisième de la collection. Elle était toute jeune à l'époque. Et il a été réédité, réimprimé. Tu vois, il est même ressorti avec une autre couverture récemment, avec un autre dessin. Et Mais toujours ton j'étais étonné titre. d'ailleurs. Et toujours mon titre, voilà, il n'a Ah, pas changé. Hein, ça donc, c'est bien. alors, il rajoute un petit bandeau en rouge, tu vois, pour le côté local, avec la mention de la ville. Mais voilà, en dehors de l'aspect très, très local, tiens, allez hop, j'ai tout ça à faire défiler. Le deuxième, c'est celui-ci, avec les mêmes personnages. Je suis tellement fier d'avoir réussi à réutiliser les mêmes personnages en plusieurs livres que j'en reparle. Et donc, le mystère de la Chambre bleue, j'ai toujours été intrigué, tu sais, par ces fameux mystères en chambre close. De toute façon, l'allusion à la chambre jaune, elle est transparente. Hein. Je Évidemment, pense c'est que c'est référence à assez clair. Rouletabille dans le livre, je pense que tout le monde a compris. Surtout que la couverture est jaune en plus. Donc, Tu peux nous rappeler d'où ça vient pour les gens qui connaissent pas, parce qu'on ne sait jamais. Le mystère de la chambre jaune. le mystère de la chambre jaune, c'est le livre avec Rouletabille de Gaston Leroux, qui est un petit peu le livre fondateur de ce qu'on appelle les mystères en chambre close. Hein, évidemment, c'est un petit peu moins hard dans mon livre. Hein, dans le mystère de la chambre jaune, c'est une personne qui a trouvé assassinée à l'intérieur d'une pièce, personne n'a pu entrer, personne n'a pu sortir, c'est fermé à clé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà, là on est sur le même principe, c'est une disparition. Voilà, il y a un enfant de l'école primaire qui a disparu, mais voilà, il est parti se coucher comme tous les soirs, chez lui, chez ses parents. Il avait un petit peu la manie de s'enfermer, et c'est ce qu'il a fait, il a fermé sa porte à clé, et puis le lendemain, la porte était toujours fermée à clé, mais lui, il n'était plus là. Et donc, il y a la petite équipe des 4 quarts, ils s'appellent comme ça, mes personnages récurrents, qui va enquêter, et puis essayer de comprendre ce qui s'est passé. Ça Le fait tout à l'imparfait au passé simple. le tout parfait au passé simple. On demande pour quel âge, plus ou moins la tranche d'âge de tes livres de jeunesse. Alors, ce qui figure selon l'éditeur, il y a un 8+, donc à partir de 8 ans, je ne sais pas si on voit bien peut-être des reflets. Je dirais oui, 8 ans, quand on commence à lire un petit peu seul, et jusque 11-12 ans. Voilà. Moi, je suis sûr que j'aimerais bien. Oui, après, voilà, c'est comme Tintin, tu sais, de 7 à 77 ans, évidemment, on peut prendre plaisir à le lire adulte aussi. Je sais pas, vous qui nous écoutez, vous aimez lire parfois des livres jeunesse qui, a priori, ne sont pas pour votre âge, mais moi j'adore ça, donc n'ayez pas honte. C'est toujours très très chouette de voir en plus ce qui va intéresser les plus jeunes. Il y a toujours des choses à aller chercher dedans, et comme tu le disais, je pense pas que c'est plus simple à faire. Au contraire, il faut être très très efficace pour attirer des jeunes lecteurs, et ils sont demandeurs, je pense. En plus, tu dois avoir des tas de retours. Est-ce que tu demandes l'avis d'enfants autour de toi pour valider les idées quand tu imagines, par exemple, ce livre-là ? D'enfants autour de moi, non, mais je sais que l'éditeur a un comité de lecture avec des enfants. Tu vois, donc ils seront validés. Alors, il paraît, comme toujours, un comité de lecture, après, tu sais si ton livre a passé le cap ou pas, hein, t'as pas les détails, mais m'a déjà dit que, contrairement au comité de lecteur adulte, les enfants, ils sont cash. Hein. Si le livre leur a pas plu, ils vont pas s'encombrer de termes agréables. Oh, c'était nul. Mais les enfants, ils sont aussi très enthousiastes quand ça leur plaît. Hein. Alors, ils savent te faire comprendre aussi. Bah oui, Fanny, je lis toujours le journal de Spirou. David, je relis de temps en temps des Clubs des 5. Oui aussi, ben oui, pourquoi pas. Quelle bonne idée. Tu vois, c'est un peu cette nostalgie que j'essaie de retrouver, tu sais, le côté bande de copains qui mènent l'enquête, un peu style Club des 5, les 6 compagnons, tout ça. C'est un public important pour toi, les jeunes lecteurs comme ça ? Ouais, ça l'est devenu, et puis c'est vrai que on a pas mal de retours, alors pas en salon, mais tu vois, j'ai eu la chance, par exemple, qu'il y ait plusieurs écoles ces dernières années qui étudient un de ces livres et qui m'invitent. Il y en a même, à 2 reprises même, j'ai été invité, alors ça fait bizarre, parce que j'ai été invité au spectacle de fin d'année
avec tout un truc qui était construit autour du livre, tu vois, des scènes qui étaient jouées comme au théâtre, tu vois, ou à Kamishibai, avec qui écrit des chansons, qui racontaient, qui résumaient les chapitres. Enfin, c'est rigolo, tu vois, de voir que les enseignants avaient monté tout un projet pédagogique autour. Waouh, ça fait Et drôle. qui se réapproprie ce que tu as imaginé en Oui, plus, oui, c'est ça en plus. et Oui, qui oui. l'amène ailleurs. Ouais, puis qui te parle des personnages, tu vois, comme on peut le faire parfois, nous, tu sais, entre lecteurs, de parler de personnages presque comme si c'était des vraies personnes, mais eux, ils le font avec encore plus de spontanéité. C'est rigolo. Et tu as joué toi aussi au théâtre? Demande Fanny, ou dit Fanny, je ne sais pas trop si c'est une question ou pas. Ah, eh ben, la seule fois où j'ai eu cette occasion, c'était avec Fanny, d'ailleurs. D'accord. Ah, mais tu montes sur les La planches aussi, pièce, Fanny? Waouh, mais je savais pas ça. la pièce de Paul Collise, Excellent, oui, oui, à oui. Templemar. D'accord. Mais on est dans l'enfance, je vois le temps qui avance. Je vais te Ah, poser, c'est une question un peu traditionnelle hein, ici, mais je l'aime beaucoup. Vu que tu écris pour eux, imaginons que la boîte puisse te faire traverser le temps et que tu te retrouves toi quand tu avais 10 ans. Qu'est-ce que tu aimerais te dire? Qu'est-ce que tu dirais à l'enfant que tu étais avec tout ce que tu sais aujourd'hui, bien évidemment? ah ouais. Moi, je dirais, fais ce qui te plaît, et puis s'il y a des choses qui te semblent inaccessibles, essaie quand même, et puis n'aie pas peur. Et Nelly nous dit j'adore lire des livres jeunesse aussi. Ben oui, il y a beaucoup de gens. Donc on ne limite pas. On a tous quelqu'un de 11 ans à l'intérieur. Là. Ça fait du bien de lire parfois des livres comme ça. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Moi, je m'amuse beaucoup avec le petit bout là, à la maison. On lit des choses de son âge, mais je m'amuse autant qu'elle. C'est ça qui est marrant. N'hésitez pas, franchement, c'est chouette. Ouais, puis ça reste innocent, et tout en abordant. La lecture jeunesse contemporaine est très intéressante parce qu'elle Oui. aborde vraiment des problèmes de société. C'est vrai que bon, on parle parfois avec un peu de nostalgie des bibliothèques vertes ou autres qu'on pouvait lire autrefois, mais c'était quand même souvent un peu gnangnan. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus impliqué et beaucoup plus intéressant, la littérature jeunesse contemporaine. Tiens, et tu pourrais utiliser le thème que tu abordes dans Bloodhorns, mais pour en faire un jeunesse et l'adapter à ce public-là. C'est des choses qui pourraient t'intéresser, ça? Ouais, ouais. Après, c'est sûr que bah, on est obligé d'édulcorer des choses parce que là, tu Certes. vois, la cruauté envers les animaux, c'est déjà pas forcément supportable par des adultes, bien qu'il n'y ait pas non plus de scène spécifiquement gore dans mon livre, hein, c'est sous-entendu, mais oui, après, ce sont des sujets, je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'aborder des sujets qui peuvent être considérés comme plus difficiles. Tout est dans la façon de le faire, hein, de l'écrire et de le Il y a un raconter. sujet que tu aimerais aborder avec eux et que tu n'as pas encore eu l'occasion de faire ou que tu as en tête, qui serait intéressant pour eux? Ou quelque chose que tu voudrais en aucun cas aborder avec eux parce que c'est... En aucun cas. Non, bah, j'ai déjà abordé pas mal de sujets, hein, tu vois, par exemple, dans le dernier, il est question aussi, tu vois, on voit qu'il y a un bâtiment sur le livre, il est question tu vois, de la mode de l'urbex, alors que il y a quelques années, c'était une mode qui n'existait pas. Hein. Enfin, si tout le monde ne connaît pas l'urbex, c'est cette mode qui consiste à explorer des lieux qu'on pense être abandonnés, en tout cas. Alors pourquoi je te parle de ça? Parce que, tu vois, c'est un thème, il y a 10 ans, j'aurais pas fait ce thème-là parce qu'on n'en parlait pas. Donc peut-être que les thèmes que j'ai pas abordés, c'est peut-être des thèmes de société qui n'ont pas encore jailli, dont on ne parle pas encore. Fanny nous dit que c'est top l'urbex, donc voilà, t'as un feu vert. Et c'est sans transition, mais est-ce que tu peux nous dire un mot de tes projets? Puisque tu disais tu écris beaucoup aussi, il y a plein de choses entre tes mains. Ouais, bah, alors, bon, par superstition, c'est vrai que j'aime pas trop entrer dans les détails, mais donc là, j'ai commencé à travailler sur un roman, donc un polar pour les plus grands, voilà, qui est sur alors, un microcosme assez particulier et sur lequel, à ma connaissance, il n'y a pas encore beaucoup de romans qui ont été écrits. Alors, je sais pas si ça attirera beaucoup, j'espère, parce que voilà, c'est quelque chose aussi un fait de société dont on parle pas mal, mais sur lequel on écrit peu. Voilà, j'en dis pas plus. Non, C'est peut-être un bon surtout pas. teaser. C'est un très très bon. Je vais évidemment te laisser le mot de la fin, mais en te remerciant évidemment d'avoir été parmi nous ce soir dans la boîte. Que souhaites-tu nous dire pour conclure
ton passage parmi nous, c'est passé très très vite aussi, j'ai Oui, l'impression. Et c'est toute passé la très soirée vite. est passée vraiment très vite. Voilà. Et ben que je suis très heureux d'avoir été invité ici ce soir. Et puis voilà, longue vie à la boîte. C'est gentil. Tu as des remerciements dans tous les sens. Je Super. vais te laisser. Je sais pas si tu travailles le soir ou si tu te reposes, mais en tout cas, un grand, grand merci d'avoir été avec nous pour parler de tes livres jeunesse, de Bloodhorns. Et c'est vrai que ton titre en français, je l'aimais beaucoup, moi. Voilà. Sache-le, Tu vois, tu n'es pas ça seul. fait plaisir alors. Je suis pas Mais si mauvais que ça. je Pardon. pense que c'est Christophe qui disait, c'est vrai que Bloodhorns fonctionne plutôt bien sur les moteurs de recherche de Google, et bah oui, c'est à prendre en compte. Le Ouais. côté un peu marketing aussi de... Voilà, ça rentre dans les choses évidemment auxquelles Ouais, les c'est sûr. éditeurs doivent penser. Je te remercie infiniment, et bah, tous les gens qui nous écoutent Ben, aussi. On merci va faire un beaucoup. petit Et puis, tour. merci à ceux qui nous ont suivis.